Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. L'anthropologie urbaine dans quelques pays. L'Italie, un état des lieux. Amalia Signorelli. L'étude anthropologico-culturelle des villes a pris corps jusqu'à s'imposer comme nécessaire, grâce à deux changements fondamentaux qui ont modifié les bases théoriques de l'anthropologie culturelle pendant la seconde moitié du XXe siècle. Est apparue d'abord une crise de la conception essentialiste des cultures comme entités compactes, cohérentes, distinctes et fondamentalement statiques, remplacée par une idée de la culture comme production de sens, de signification et de valeur comme interprétation du monde et de la présence humaine dans le monde. La culture est désormais conçue comme une réalité dynamique qui se différencie et produit des cultures distinctes, non seulement sur une base ethnique et sur celle d'un isolement réciproque, mais aussi, et surtout, à la suite d'une distribution différente des opportunités et des ressources à l'intérieur de chaque société et entre les sociétés, en raison des rapports de pouvoir, des rencontres, des mélanges et des hybridations. Ensuite est venue la crise de ce que Kilani 1990 a appelé l'universalisme particulariste occidental, c'est-à-dire la conception du monde de l'élite masculine, blanche, occidentale, chrétienne qui, se jugeant dépositaire de valeurs et de connaissances universellement valides, s'est pendant des siècles accordé le droit de connaître et de juger sans se connaître et sans se juger. Pour ce nouveau regard anthropologique qui a mûri sur la base de telles propositions, les définitions traditionnelles de l'objet anthropologique en des termes exotiques ou folkloriques sont apparues compromises par leur ethnocentrisme ou par leur essentialisme, tout comme la recherche des universels culturels est apparue exposée au risque de ce que de Martino appelait le naturalisme en ethnologie. Naissance et maturation d'une discipline. Cette transformation de la charpente théorique de l'anthropologie a été soutenue par d'autres transformations culturelles à l'échelle mondiale. Les migrations et l'urbanisation des campagnes ont redessiné les différences entre la ville et la campagne, quand elles ne les ont pas effacées. La décolonisation et la globalisation sont en train de remodeler les structures et les cultures à l'intérieur des anciennes colonies comme à l'intérieur des anciennes et des nouvelles puissances coloniales. La nouvelle anthropologie issue de telles propositions a été appelée de différentes manières: anthropologie des sociétés complexes, anthropologie de la complexité, anthropologie des mondes contemporains, anthropologie de la contemporanéité, sans que finalement aucune de ces définitions ne se révèle pleinement satisfaisante. L'anthropologie urbaine se situe à l'intérieur du nouveau domaine de recherche ainsi défini, et s'y caractérise par le fait d'assumer une nouvelle prémisse. Il s'agit d'une prémisse qui concerne le contexte de la recherche anthropologique urbaine, c'est-à-dire les villes, considérées non pas comme une réalité donnée une fois pour toutes, mais comme l'ensemble des processus qui, dans toute situation dont l'analyse fait l'objet, produisent, reproduisent, modifient ou détruisent des réalités urbaines. Bref, plutôt que sur les villes elles-mêmes, l'attention se porte sur les processus d'urbanisation, de réhabilitation, de désurbanisation, de déruralisation, de urbanisation et de réruralisation. Cette approche de la réalité urbaine est, me semble-t-il, la plus adaptée à la situation actuelle. La notion même de ville est devenue incertaine, et même éphémère dans un monde où un village de 2000 habitants se cosmopolitise grâce à la pendularisation de ses habitants émigrés à l'étranger, alors que les habitants d'une mégalopole de 18 ou 20 millions d'habitants peuvent vivre une sorte de villagisation, grâce à l'expérimentation de nouvelles formes de relations matérielles et symboliques. Il n'est plus possible de définir les villes de manière univoque ni sur le plan quantitatif, ni sur le plan qualitatif. C'est donc avec cet objet de recherche complexe et évasif que, en Italie comme dans les autres pays, les anthropologues urbains essaient de se mesurer. Et c'est de cette tentative de recherche que j'essayerai de rendre compte. L'histoire de l'anthropologie urbaine en Italie est courte, et une bonne partie de cette histoire doit être considérée comme une phase préparatoire ou propédeutique. Notre discours apparaîtra plus systématique lorsqu'il aura proposé la périodisation suivante. Une phase propédeutique ou de préparation, 1950 à 1980. Une phase de définition et d'acquisition progressive d'une certaine visibilité de l'anthropologie urbaine, 1980 à 1995. La phase actuelle,
caractérisée par l'organisation institutionnelle et la systématisation des contenus scientifiques. Lorsqu'un point de vue nouveau se développe dans les sciences sociales pour désigner des problèmes sociaux et culturels jusqu'alors négligés, et proposer des modalités d'investigation inédites, il œuvre généralement en connexion étroite avec ce qui se passe dans la société elle-même. La naissance de l'anthropologie urbaine en Italie ne fait pas exception. 1950 à 1980. Puissance coloniale de deuxième rang, métropole d'un empire tardivement constitué, l'Italie n'a pas connu de grandes écoles d'études ethnologiques comparables à l'école anglaise ou française, même si, entre la fin du XIXe et les premières décennies du XXe siècle, elle n'a pas manqué de quelques figures d'ethnologues de niveau européen. Puccini 2005. De plus grande importance sont les travaux consacrés au folklore régional et local pendant ces années-là, travaux sollicités aussi par les différences des us et coutumes, des traditions et des mentalités entre les régions d'Italie. Ce sont de telles différences que l'on avait cru susceptibles de faire obstacle, à l'échelle populaire et notamment paysanne, à la constitution de l'État-nation souhaité, désiré et finalement politiquement réalisé en 1861 par l'élite bourgeoise, Sires 1973. Ensuite, durant les 20 années du fascisme, 1922 à 1944, l'ethnologie a été encouragée à assumer les orientations racistes, tandis qu'à l'étude des traditions populaires était confiée la tâche d'exalter les vertus ancestrales de la lignée italique. Néanmoins, autour de 1950, les changements extraordinaires de la société italienne, extrêmement dynamiques dans ces années-là, ont de nouveau sollicité les chercheurs en sciences sociales, parmi lesquels des ethnologues et des folkloristes. À la fin des années 1940, l'économie italienne, fondamentalement rurale, se transforme en un système de production hautement industrialisé. Cette transformation s'accompagne d'un important mouvement de migration des populations vers les villes italiennes et vers certains pays européens. Dans la décennie comprise entre les recensements de 1951 et 1961, la population urbaine s'accroît de manière vertigineuse, certaines villes voyant même leur population doubler. Le système urbain italien, le plus ancien et le plus consolidé d'Europe, est ainsi bouleversé par une croissance démographique exceptionnelle en ampleur et en vitesse. Les mouvements de population et l'urbanisation se cumulent avec les destructions non encore réparées de la guerre, produisant ainsi une grave pénurie de logements, notamment dans les villes. Cette situation explosive engendre une saison de luttes populaires qui sont passées à l'histoire sous le nom de lutte pour le logement, et qui représente un pivot fondamental dans l'histoire politique et sociale de l'après-guerre. Les partis de l'opposition, le Parti communiste en tête, dirigent et organisent cette protestation populaire, tandis que la démocratie chrétienne entame une politique innovante de construction de logements populaires avec le plan Una Casa. Si les transformations du système urbain vont de pair avec celles du système productif national, la réalité socioculturelle du pays n'est pas en reste et change elle aussi. Un ensemble de lois promulguées dans ces années-là vient consolider et institutionnaliser ces transformations. Le droit de vote actif et passif, que la Constitution de 1946 avait élargi à tous les citoyens, y compris aux femmes, constitue un élément efficace pour modifier de manière peu visible, mais durable, les relations entre les individus, fondées sur la hiérarchie et sur l'autorité à l'intérieur des familles comme dans les rapports sociaux. Le revenu moyen des Italiens augmente, ce qui ouvre l'accès de ces derniers à la société médiatique et à la consommation de masse. À la fin des années 1950, on enregistre le boom des véhicules et des téléviseurs. Le niveau d'instruction moyenne s'élève, appuyé par une loi de 1962 qui rend la scolarité gratuite et obligatoire pour tous jusqu'à l'âge de 14 ans, Ginsborg 1989, Lanaro 1992. Face à ces vives et rapides transformations de la société italienne, les travaux relevant du domaine anthropologique gardent, au moins jusqu'à la fin des années 1970, une orientation fondamentalement ruralocentrique, Signorelli 1996, soutenue non seulement par la tradition des travaux folkloristes, mais aussi par la possibilité offerte aux anthropologues dans ces années-là, tous évidemment des apostrophes, origine et de formation bourgeoise, quoique pas nécessairement urbaine, de se garantir ainsi une certaine distance de leur objet d'étude, distance que l'exotisme de leur objet garantissait aux ethnologues, Giglia 1989.
Les recherches sur les paysans offraient aussi la possibilité d'utiliser un autre instrument caractéristique de cette recherche, l'approche holistique. Sans compter que les études des communautés, dues surtout aux chercheurs anglais et nord-américains ayant travaillé en Italie à partir des années 1950 dans le cadre des Mediterranean Studies, Albera, Bloch, Bromberger 2001, se proposaient comme un exemple suggestif, bien que les anthropologues italiens ne les acceptassent pas toujours. Cependant, dès la seconde moitié des années 1950, certains événements nouveaux avaient introduit dans l'enceinte tranquille des études sur les traditions populaires quelques éléments d'innovation et de réflexion critique tellement fondamentaux qu'ils avaient déchaîné des discussions et des polémiques ardentes jusqu'à provoquer des transformations radicales et irréversibles. Il est important d'y faire brièvement référence, car c'est dans ce contexte-là qu'il faut chercher les origines de l'anthropologie urbaine en Italie. Entre 1948 et 1955, en effet, la maison d'édition Einaudi avait publié les œuvres d'Antonio Gramsci, y compris les cahiers de prison, dans lesquels on retrouve non seulement les très célèbres observations sur le folklore, mais aussi toute une série de réflexions et d'approfondissements de concepts tels que sens commun, hégémonie, subalternité, organisation de la culture, intellectuel organique. Des concepts qui se sont tous révélés d'un intérêt fondamental pour la construction d'une théorie anthropologique de la culture, ayant l'ambition de se désengager du fonctionnalisme exotisant de dérivation anglo-saxonne. Les thèmes fondamentaux de la pensée de Gramsci ont fortement sollicité l'intérêt d'Ernesto de Martino, qui à son tour avait émis des critiques assez violentes à partir de ses positions de nature historiciste sur ce qu'il appelait le naturalisme des écoles traditionnelles de pensée anthropologique. Cette signification humaine des événements, que de Martino considérait comme l'objet même de sa recherche, trouvait en Gramsci, et par le biais de Gramsci en Marx, les instruments conceptuels pour quitter l'enlisement de l'idéalisme et de la conception élitiste de la culture ainsi que celui du positivisme et du fonctionnalisme, Roti 1976. Dans le même temps de la seconde moitié des années 1950, l'anthropologie urbaine d'Amérique du Nord, notamment celle de Franz Boas et de ses élèves, était arrivée en Italie par l'intermédiaire de Tullio Tantori. Grâce aux recherches d'un groupe de jeunes chercheurs travaillant avec Tantori, le concept boasien de culture fut mis en contact avec certaines idées de Marx et de Gramsci. Les réactions de ce mélange assez inhabituel sont rapportées par le Mémorandum sur l'anthropologie culturelle, Tantori et al., 1959, présenté par le Congrès national des sciences sociales. C'est au fond dans ce mémorandum que fut élaborée la plateforme théorique sur laquelle une anthropologie urbaine digne de ce nom pouvait être fondée. Les auteurs du mémorandum considéraient la culture, objet classique de l'anthropologie, comme la vision du monde et de la vie collectivement élaborée, et donc comme un des niveaux de l'organisation humaine en société, présent non seulement dans les sociétés dites simples, villages de l'Appennin ou de la Brousse, mais aussi dans les sociétés dites complexes, urbanisées, stratifiées en classes, lesquelles devenaient ainsi, de manière légitime, des domaines de recherche possibles pour l'anthropologie. Il s'agissait certes d'une définition de la culture qui s'apparentait à celle de Boas, mais surtout qui relevait de lointaines origines idéalistes et historicistes à situer dans le cadre des sciences de l'esprit, de dérivation dilthéienne. En même temps, tout en refusant le déterminisme mécanique économiste et en revendiquant un rôle autonome et dialectique pour la culture par rapport à la structure économique et sociale, les auteurs du mémorandum postulaient l'importance du système productif et des rapports de production propres à chaque société. Cette position, certainement assez inédite dans ces années-là, ne commencera à donner ses premiers fruits, dans le cadre de recherches plus typiquement sociologiques, que dans les années 1970, tandis que les années 1960 avaient vu se développer plutôt une sociologie urbaine expérimentant des méthodologies relevant traditionnellement du domaine de l'anthropologie, par exemple le recueil des histoires de vie et autres matériaux autobiographiques oraux. Dans ces mêmes années, certains urbanistes italiens commencent à percevoir l'importance des sciences sociales, et en premier lieu celle de la sociologie et de l'anthropologie, pour ce qui sera appelé le bon gouvernement du territoire, Caroni 1956. C'est donc dans les milieux de la sociologie et de l'urbanisme que dans les années 1960,
mûrissent d'importantes initiatives éditoriales qui permettront de connaître les classiques des travaux sur la ville traduits en italien, de Weber à Mumford en passant par Chambard-Delaux, ainsi que Simmel, Thomas et Zaniecky, Linde et Wirth. En 1966 est traduit le célèbre Les enfants de Sanchez d'Oscar Lewis. En 1967, The City de Parke Burgess et Mackenzie. En 1974, La question urbaine de Manuel Castells. Dans les années 1970 apparaîtront enfin les premiers travaux, relevant clairement du domaine de l'anthropologie urbaine. On peut y définir au moins deux orientations. Les premières recherches empiriques, Tintori et Guidicini 1972, Calari-Galli et Harrison 1974, Calari-Galli, Harrison et Cupini 1974, Calari-Galli 1979, Rannicchio, Provitra et Giliberti 1978, Mazzacane 1978, sont des œuvres de pionniers qui peuvent sembler aujourd'hui datées, mais qui ont eu le mérite avoir tout de suite mis à l'ordre du jour de la naissante anthropologie urbaine italienne un éventail de thèmes pertinents et significatifs. La question du logement urbain, déjà articulée à cette époque, à l'appartenance de genre, Calari-Galli 1979, et de classe, Mazzacane 1978, l'identité urbaine liée aux traditions et aux mémoires locales à échelle du quartier, ainsi que le problème de sa conservation, Tintori et Guidicini 1972, la morphologie et la dynamique propre à certains comportements et instituts présents dans les contextes urbains, tels que la religiosité populaire, traditionnellement considérée comme relevant de la recherche folklorique dans les contextes ruraux, Provitra, Rannicchio, Giliberti 1978. Une deuxième orientation, dont témoignent de manière presque exclusive certains essais de Assignorelli, 1971, 1973, 1977, explore des possibilités différentes tout en tâchant de définir les premiers éléments d'une conceptualisation spécifiquement anthropologique de la problématique urbaine. À la fin de la décennie, l'anthropologie urbaine italienne s'enrichit de deux contributions importantes. Les deux anthologies éditées respectivement par Arrighi et Passerini 1976 et par Claudio Stroppa 1978. La première, rédigée par un économiste et par une historienne, présente au lecteur italien un choix soigné de textes de ce qui a été appelé l'école de Manchester. Au début, cette anthologie est néanmoins lue et utilisée comme une contribution aux recherches sur le processus de modernisation puisque dans les milieux anthropologiques italiens, peu nombreux encore étaient ceux qui étaient alors capables de saisir la pertinence et l'importance des processus d'urbanisation et des migrations vers les villes pour l'étude des contacts culturels et de l'acculturation. L'anthologie éditée par Claudio Stroppa présente quant à elle un large choix de textes. De Eisenstadt à Wirth, de Simmel à Redfield, de Ballandier à Mitchell, de Lévi-Strauss à Rissman, et ainsi de suite, démontrant de cette manière que l'idée d'étudier la ville d'un point de vue anthropologique est partagée par de nombreux anthropologues d'origines différentes. Vers la fin de la décennie paraît aussi en anglais The Broken Fountain, importante monographie anthropologique que Thomas Belmonte consacrait à un quartier du sous-prolétariat du centre historique de Naples, Belmonte 1979, mais ce travail ne connaît pas une grande diffusion parmi les chercheurs italiens. 1980 à 1995. Malgré le détournement vers les recherches menées en Italie par des chercheurs étrangers, l'intérêt pour l'anthropologie urbaine grandit considérablement dans les années 1980. La décennie s'ouvre avec la publication d'une nouvelle anthologie dont le titre est Anthropologie urbaine. Programme Recherche Stratégie, édité par Cesare Pito. Dans son introduction, Pito assume de manière explicite l'orientation qui avait déjà commencé à s'imposer dans les études urbaines des anthropologues italiens, c'est-à-dire le choix d'une anthropologie de la ville qui se développerait à l'intérieur d'un plus vaste horizon d'anthropologie des sociétés complexes. Dans les 15 années qui suivent, l'anthropologie urbaine en Italie acquiert progressivement sa physionomie en gardant et en développant les caractères auxquels nous venons de faire référence, c'est-à-dire en assumant le fait urbain comme lieu et contexte de production culturelle spécifique, qui ne doivent en aucun cas être isolés du plus vaste contexte des sociétés contemporaines, tantôt évoquées comme sociétés complexes, tantôt comme sociétés de masse. L'intérêt grandissant pour les thématiques urbaines est témoigné par leur début dans les pages des revues spécialisées.
Dans l'UOMO apparaissent par exemple un article de M. Rita sur l'anthropologie urbaine en France, 1980, un autre de M. Selim sur les travaux de G. Altab, 1982, un autre de I. Pardo sur les recherches urbaines des anthropologues britanniques, avec une attention particulière portée aux travaux de Sandra Wallman. En même temps, circule en Italie l'anthologie de M. Kenny et D.I. Kertzer, Urban Life in Mediterranean Europe, Anthropological Perspective, 1938, un essai de Kertzer sur la recherche urbaine en Italie étant déjà présenté dans l'anthologie éditée par Cepito. Au-delà de leur évidente utilité pour l'information, tous ces travaux ont le mérite de témoigner du crédit dont jouissait déjà l'anthropologie urbaine dans les divers pays occidentaux. En 1983, la plus dynamique et la plus ouverte parmi les revues démo-anthropologiques italiennes, la Ricerca Folklorica, consacre un numéro monographique, édité par Assignorelli, au thème « Culture populaire et culture de masse ». Le numéro accueille des études d'anthropologues italiens et étrangers, certaines centrées sur le débat théorique, d'autres basées sur des recherches empiriques, presque toutes riches en références à des phénoménologies et des contextes urbains. En le relisant aujourd'hui, il est impossible de ne pas remarquer que, au moment même où elle contribuait à la construction d'une anthropologie urbaine, ces mêmes études montraient des éléments d'obsolescence, d'un point de vue strictement heuristique, dans leur opposition ville-campagne ainsi que la nécessité d'élaborer une conceptualisation qui rende compte des dynamiques culturelles des sociétés justement dites complexes. Toujours en 1983 paraît une belle et originale monographie de Clara Gallini, La Sonnambula Meravigliosa 22, extraordinaire étude de cet ensemble d'idées et de pratiques connues sous le nom de magnétisme, qui pendant tout le XIXe siècle a représenté, dans différents contextes urbains, à Turin et Naples notamment, un cas exemplaire des rapports entre culture d'élite et culture de masse, mais aussi et surtout, des rapports entre la culture dominante et la normalisation, les produits culturels des classes subalternes. En détaillant les différentes étapes de l'anthropologie urbaine en Italie, 2 congrès sont à signaler. Le premier congrès international d'anthropologie urbaine, Naples 1986, et le premier colloque national d'anthropologie des sociétés complexes, Roma 1987. Les actes du premier congrès peuvent être lus dans le numéro 20 1989 de la Ricerca Folklorica sous le titre Anthropologia Urbana. Progetta Reabitare, le Contraddizioni dell'Urban Planning, édité par Assignorelli. Il est possible de trouver les actes du deuxième congrès dans le volume édité par T. Tantori, Antropologia del Società Complesse, 1990. Ces 2 rencontres de chercheurs furent le théâtre d'une participation nombreuse et d'un vif débat. Les actes des 2 congrès témoignent bien que dans la seconde moitié des années 1980, non seulement l'intérêt de nombreux anthropologues italiens pour les thématiques urbaines avait été activé, mais qu'une problématique singulière était en train de se définir de manière progressive et laissait percevoir la possibilité un domaine de recherche spécifique, se nourrissant aussi de rapports internationaux désormais consolidés. La conception de la ville comme réalité socio-spatiale avec laquelle s'articulent les productions culturelles urbaines spécifiques et l'attention pour le contexte économique et social des dynamiques urbaines représentent, nous l'avons plusieurs fois souligné, les 2 orientations qui ont caractérisé l'anthropologie urbaine dès ses débuts. Il faut en ajouter une 3e, les contacts, les échanges, souvent aussi la collaboration avec les urbanistes et les architectes. La complémentarité entre sciences sociales et urbanistiques est un principe qui fait partie de la théorie de l'urban planning dès l'école italienne, grâce à des personnages de la stature de Ludovico Caroni et Adriano Olivetti. Dans les années 1950, cette complémentarité a reçu une sorte de consolidation institutionnelle, car les institutions préposées aux politiques de développement du logement social avaient embauché une poignée de sociologues et d'anthropologues dans leurs agences et avaient introduit les assistantes sociales dans le personnel des services sociaux présents dans les nouveaux quartiers en construction, dit Biagi 2001. Sur le plan plus strictement scientifique, dès 1951, Tullio Tantori appartenait déjà, grâce à l'initiation de Ludovico Caroni, au groupe de chercheurs qui avait projeté l'une des plus engagées et des plus complexes opérations d'amélioration de l'habitat de toute l'histoire de l'Italie républicaine,
le déménagement et le déplacement dans un nouvel emplacement des habitants des Sassi de la ville de Matra, c'est-à-dire d'un ensemble d'habitations troglodytiques qui comptait plusieurs milliers d'habitants. Dans un site remontant à 3 millénaires au moins, quelques églises proto-chrétiennes extraordinaires, témoignages étonnants des premiers siècles du christianisme, se trouvaient enchâssées au milieu des grottes indiscutablement malsaines qu'étaient ces habitations paysannes. Cette importante expérience de Tullio Tantori 1956 peut être considérée comme un acte fondateur car elle fait immédiatement apparaître les côtés positifs ainsi que les risques et les contradictions d'une collaboration interdisciplinaire qui n'a pas toujours trouvé un domaine d'intégration vraiment paritaire et donc vraiment productif. Dit Biaggi 2001. Nous reviendrons brièvement sur cette question dans nos conclusions. Dans les décennies suivantes, d'autres anthropologues ont été invités à rejoindre des groupes de professionnels du secteur privé travaillant dans des projets d'immeubles et de quartiers ainsi que des équipes organisées par des institutions publiques, engagées dans de grandes opérations d'aménagement du territoire. Pour aller vite, je n'en rappellerai que deux, par ailleurs remarquables. La reconstruction des villes et des villages de la vallée du Bélis, en Sicile, détruits par le tremblement de terre de 1968, et dont les travaux préliminaires ont vu la participation des anthropologues employés par l'Istituto per lo Sviluppo e l'Edilizia Sociale 25, ISES, auquel avait été confiée la mission de la reconstruction. Les études pour les interventions à Pozzuoli, Naples, après la période dévastatrice de l'intense bradicéisme qui toucha la ville entre 1983 et 1984. Les opérations de reconstruction furent confiées à l'Université de Naples, à la ville de Pozzuoli et au ministère de la Protection civile. Des anthropologues de la faculté de sociologie de l'Université de Naples participèrent aux travaux préliminaires. Progetto Pozzuoli 1989, Mazzacane 1987. Il est important de signaler que, dès la fin des années 1970, un enseignement d'anthropologie et sociologie avait été initié à l'Université de Rome, la Sapienza, dans le cadre d'un cours de spécialisation en planification urbaine. Et ce n'est pas un hasard si le directeur du cours était Federico Gorio, l'un des architectes urbanistes du groupe auquel appartenait Ludovico Caroni. Même si cette école de spécialisation ne fut active que pendant quelques années, elle représenta un antécédent important. Aujourd'hui, la présence de cours d'anthropologie dans la formation des architectes et des ingénieurs orientés vers l'urbanisme est bien confirmée, bien qu'elle ne soit pas généralisée à toutes les universités italiennes. Tout au long des années 1990, la situation de l'anthropologie urbaine en Italie se stabilise et prend les caractères qui aujourd'hui encore lui appartiennent, tout en les consolidant. En 1992, paraissent la traduction italienne de Exploring the City de Ulf Anners et Antropologia della Città, d'Alberto Sobrero. La parution de ces deux manuels la même année est le symptôme que l'anthropologie urbaine a désormais acquis un statut académique relativement solide. Des cours d'anthropologie urbaine sont en effet dispensés dans différentes universités italiennes pendant ces années-là. En ce qui concerne le contenu de ces deux œuvres, celui de Anners, au prestige internationalement reconnu, contribue à consolider l'image académique et scientifique de l'anthropologie urbaine en Italie, bien que les importantes et problématiques conclusions de son texte n'aient eu qu'un tout petit écho. L'anthropologie urbaine telle qu'elle a pris forme peu à peu en Italie, doit en effet plus à la tradition historiciste et dynamiste de l'anthropologie italienne et à la tradition de l'ethnologie urbaine française qu'aux travaux anglais ou américains d'urban anthropology, ou du moins aux positions théoriques qui y sont dominantes. Le manuel de Sobrero, dont la problématique anthropologico-urbaine est moins structurée que celle de Anners, propose néanmoins une attention innovante pour ces années-là, aux textes littéraires comme source possible pour la recherche anthropologique. En 1996, paraît l'ouvrage d'Amalia Signorelli, Anthropologia Urbana. Introduzione alla ricerca in Italia 26, lequel, par le biais de la révision critique des orientations de recherche canoniques en anthropologie urbaine, par la discussion de lieux problématiques caractéristiques et par la présentation de certaines recherches empiriques, se propose de contribuer de manière explicite à la définition et à la structuration d'un appareil conceptuel spécifique caractérisant la recherche en anthropologie urbaine. 1995 à 2005.
Le volume publié par Tantori en 1990, Antropologia del Società Complesse, comprenait plusieurs comptes rendus de recherche de terrain menés en ville et sur des thèmes plus spécifiquement urbains tels que les modèles d'habitation, leur stratification sociale et leur transformation, la culture ouvrière ou encore l'imaginaire urbain et l'image de la ville. D'autres recherches, par contre, développaient des thèmes plus typiques de l'anthropologie des sociétés complexes comme l'immigration, les relations interethniques, le tourisme. Quoi qu'il en soit, toutes ces recherches ont contribué à montrer l'obsolescence de l'opposition ville-campagne et ont renforcé l'hypothèse de la pertinence anthropologique des domaines de recherche offerts par les sociétés contemporaines. Avec les années 1990, débute une production de textes monographiques qui confirme que l'analyse anthropologique de la réalité urbaine, et plus généralement des sociétés contemporaines, a désormais droit de cité dans le milieu de l'anthropologie italienne. Parmi tous ces travaux se retrouve la distinction déjà suggérée. Si certains prennent comme objet de leur enquête les dimensions socio-spatiales des contextes urbains comme les conditions mêmes de la production de la culture, d'autres privilégient différentes phénoménologies des sociétés complexes. Dans ce genre d'analyse, le contexte spatial urbain apparaît à la manière d'un fond plutôt que comme un élément actif des dynamiques culturelles 27. Au tournant des 2 siècles, on constate que l'institutionnalisation de l'anthropologie urbaine est chose acquise en Italie. Des cours ont été fondés, des thèses ont été soutenues et des doctorats ont été délivrés dans ce domaine. Je choisis 2 faits particulièrement significatifs en termes d'importance académique et scientifique, afin de témoigner de l'avènement de cette institutionnalisation. Le premier, il y a un certain nombre d'années, est la création auprès de l'Université Federico II de Naples du séminaire interdisciplinaire d'anthropologie urbaine et d'urbanistique, qui a débuté sous forme expérimentale et qui est consolidé à l'heure actuelle par la participation d'enseignants et d'étudiants de 3 facultés, ingénierie, sociologie et architecture. Puisque ce séminaire est amplement présenté ailleurs dans le présent ouvrage, il sera simplement rappelé ici la tenue du colloque, Un soggetti e i luoghi, 28, organisé à Naples en 2004 pour présenter publiquement les résultats de l'expérimentation didactique déjà réalisée. Le deuxième événement qui mérite d'être signalé est le colloque international, La Nuova Cultura della Città, 29, Rome 2002, organisé par le groupe de recherche sur la ville du CNRS, avec le parrainage de l'Accademia dei Lincei, colloque auquel l'anthropologie urbaine a participé en la personne de Mathilde Calarigali, présente dans le comité scientifique comme dans le débat, de Boni 2003. Le temps des incertitudes. Tout irait donc pour le mieux ? Pas tout à fait. 2 nœuds problématiques d'une très grande importance demeurent, sur lesquels il n'est pas inutile de s'arrêter, car non seulement ils interpellent les anthropologues urbains italiens mais ils semblent aussi devoir être questionnés au plan international. La première question concerne le statut théorique et épistémologique de l'anthropologie urbaine. Nous savons que cette question a été posée dès les premières recherches, ne serait-ce que sous la forme élémentaire de l'opposition entre anthropologie dans la ville et anthropologie de la ville. Même dans sa grossièreté, l'opposition suggérait que la ville ne pouvait être conçue comme une simple toile de fond ou comme un paysage, tout compte fait sans grande importance dans la qualification des faits culturels qui s'y déroulent, mais qu'elle intervenait de manière profonde dans les caractéristiques mêmes de ces faits culturels. La question concerne fondamentalement le rapport entre contextes spatiaux et événements culturels, entre ville et culture, ou bien en des termes qui risquent toutefois d'être schématiques, à savoir l'opposition entre un possible déterminisme spatial et un possible déterminisme culturel. La question paraissait déjà évidente aux chercheurs de l'école de Chicago, qui furent néanmoins les premiers à adopter une sorte de compromis qui plus tard fit école. La ville est le facteur déterminant, la réalité forte qui impose un way of life, un style de vie, mais curieusement elle est à son tour déterminée d'un côté par l'entité de la population, de sa concentration et par sa distribution à l'intérieur de la zone urbaine. Parc 1979/9 et de L'. Autre côté, elle est gouvernée, du moins dans l'établissement de zones naturelles, par des facteurs moraux, c'est-à-dire culturels. Les chercheurs d'inspiration marxiste ont toujours considéré cette opposition comme un prétexte, inutile de surcroît, étant donné que dans leur conception, les villes
l'aménagement urbain ainsi que l'organisation culturelle sont en dernière instance conditionnés par la structure des rapports de production, Magouban 1973, Lefebvre 1974. Pour d'autres chercheurs, l'opposition reste à l'arrière-plan, non résolue, alors qu'au premier plan se place celle qu'on appellerait aujourd'hui une ethnographie localisée en ville, très descriptive, souvent soignée, mais d'une épaisseur théorique modeste. En emboîtant le pas de maîtres prestigieux, certains chercheurs considèrent la dimension spatiale de la ville moins importante que la quantité-qualité des relations sociales. D'autres insistent sur l'efficacité des liens et des représentations propres à la ville sur la formation de la personnalité. Le résultat est souvent celui d'une anthropologie dans la ville, ne proposant que de vieilles thématiques folkloriques, tout en étudiant ethnographiquement les thématiques traditionnellement considérées comme le propre de la sociologie ou de la psychologie. La proposition de Manuel Castells était d'une épaisseur différente. Refusant tout déterminisme mécanique, Castells soulignait que ce qui est significatif, c'est la fusion de certaines situations sociales et une localisation particulière dans la structure urbaine, car il existe un moment à partir duquel la fusion de situations sociales et spatiales produit certains effets pertinents, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, spécifiquement spatial, sur les rapports de classe et par ce biais, sur l'ensemble de la dynamique sociale. Castells 1972/273. En même temps, les milieux urbains spécifiques doivent être compris en tant que produits sociaux, Castells 1972/144. Cette connexion historique et structurelle entre des faits spatiaux et des faits sociaux est, à mon avis, le point fondamental d'une théorie possible de l'anthropologie urbaine. Je m'en suis personnellement inspiré en proposant comme objet de recherche pour l'anthropologie urbaine les relations entre sujets humains localisés et lieux urbains subjectivés, Signorelli 1996. Ils sont considérés comme producteurs et porteurs de signification et de valeur, c'est-à-dire de culture, mais ils sont aussi toujours étudiés comme des sujets localisés dans des lieux que la présence même de ces sujets rend subjectivés. En d'autres termes, l'hypothèse de fond de la recherche assume comme fondateur le problème des relations, et donc des conditionnements réciproques entre sujets et lieux. Relations entre sujets et lieux, mais aussi entre sujets dans les lieux et entre les lieux dans l'expérience des sujets. Cette hypothèse permet de surcroît d'analyser le processus de virtualisation des lieux qui est acte, sans toutefois oublier la persistante et puissante fonction des lieux matériels, lieux-décors. Évidemment, les 30 années qui se sont écoulées depuis la parution de la question urbaine imposent une mise à jour des contenus de la réflexion. En Italie comme ailleurs, les villes ainsi que les caractéristiques et les conditions de la vie urbaine ont changé et sont encore en train de changer. Dans les villes italiennes aussi sont à l'œuvre les tendances fondamentales de la globalisation. Décentralisation productive, tertiarisation, financiarisation de l'économie, déterritorialisation de certaines fonctions centrales, diffusion des supports électroniques et virtualisation des relations. Bref, toutes les tendances qui sont en train de remodeler la ville dans le monde entier, Sasson 1997. D'un point de vue spatial, la donnée la plus caractéristique, parmi les plus spécifiquement italiennes, est probablement la transformation des fonctions dans les centres des villes. Dans leur histoire, les villes italiennes ont toutes été à différents degrés, des villes centrées. Places, cathédrales, palais seigneurial et rues du centre-ville ont été les éléments structurels forts qui, jusqu'à des époques relativement récentes, ont organisé l'espace de la vie citadine. Or, cette centralité du centre citadin a disparu ou est en train de disparaître. De manière contextuelle, les modèles socioculturels historiquement en corrélation avec la vie citadine centrée ont changé eux aussi ou bien sont en train de changer. La citoyenneté et l'urbanité, par exemple, dans les formes qu'elles revêtaient encore vers la fin du XXe siècle. Néanmoins, il ne faut pas sous-évaluer un élément d'une très grande importance. Les facteurs de globalisation agissent sur les réalités locales et donc sur la ville suivant aussi des modalités qui leur sont chaque fois spécifiques. Il serait donc imprudent de considérer comme déjà réalisés des processus d'homogénéisation totale. Un exemple pourrait être celui de l'immigration depuis les pays du tiers-monde, phénomène relativement récent dans les villes italiennes, cette immigration étant moins nombreuse et beaucoup plus hétérogène quant à sa provenance par rapport aux flux migratoires dirigés vers les pays du centre et du nord de l'Europe. Quoi qu'il en soit, et plus généralement,
L'interrogation fondamentale concerne la mesure de cette transformation des villes en choses autres par les processus de globalisation qui redéfinissent de manière radicale les coordonnées spatiales et temporelles, sociales et économiques de la vie, tout en imposant une révision radicale des vieux paradigmes disciplinaires, y compris ceux de l'anthropologie urbaine. Des hypothèses allant dans cette direction ont d'ailleurs déjà été formulées, Chambers 1986, Hardy 2002. La transformation des villes a aussi des implications sur l'autre question fondamentale posée à l'anthropologie urbaine, la collaboration interdisciplinaire avec notamment l'architecture, l'urbanisme et l'étude de la gouvernance des villes. En Italie, cette collaboration se présente dans des formes souvent confuses. Elle continue d'être sollicitée du côté urbanistique et architectural, autant dans les formes d'une collaboration scientifique et projectuelle, la demande le plus souvent adressée aux anthropologues consistant dans l'identification des besoins des habitants, que comme collaboration dans le domaine politique de la gestion et de la gouvernance de la ville. Dans ce cas, la demande concerne les modalités et la possibilité de la participation des habitants, et enfin comme reconnaissance et mise en forme des caractères historiques et culturels spécifiques des lieux, certains parlent même d'esprit des lieux 30, que l'anthropologue devrait offrir à l'auteur du projet afin qu'il puisse en tenir compte au moment de dessiner et de réaliser son intervention. Deux limites entravent néanmoins le fonctionnement de cette collaboration. En premier lieu, le fait de ne pas aborder la question du rapport que les compétences et les prestations disciplinaires entretiennent avec les pouvoirs forts, politiques et économiques, laisse en suspens à l'extérieur du champ du débat, la possibilité concrète de réaliser des éventuelles interventions sur la ville, calibrées sur les besoins et sur la participation des citoyens. En second lieu, la demande de collaboration interdisciplinaire n'est presque jamais précédée et préparée par une phase d'autoréflexion à l'intérieur de chaque domaine disciplinaire, phase qui, en déconstruisant les rigides appareils conceptuels traditionnels, devrait rendre possible la communication et la collaboration interdisciplinaire proprement dites. Une telle déconstruction nous semble plus que jamais nécessaire dans une phase comme celle que nous vivons actuellement, où la transformation des villes en choses autres risque de rendre dangereusement inappropriés les anciens appareillages disciplinaires. Mexico, état de la recherche et problèmes méthodologiques. Angela Giglia. L'anthropologie urbaine mexicaine se situe dans un contexte institutionnel universitaire plus vaste qui, depuis quelques décennies, sous l'influence des modèles états-uniens, se caractérise par de fortes tendances à l'interdisciplinarité. Dans cet article, je souhaiterais proposer une réflexion sur la place occupée par l'anthropologie urbaine dans le cadre disciplinaire que nous pouvons désigner par études urbaines, où se combinent et interagissent tous les aspects des sciences sociales et historiques ainsi que l'architecture, l'urbanisme, la géographie et le droit qui analysent le phénomène urbain. La consolidation de ce champ interdisciplinaire d'études est due, entre autres, aux dynamiques qui caractérisent la ville de Mexico depuis les années 1950. Les processus accélérés de croissance incontrôlée et l'absence de services ont créé, au cours de ces dernières décennies, une ville tentaculaire 33 qui a attiré l'attention de l'opinion publique et des institutions. Les études sur le phénomène urbain dans la ville de Mexico. Je souhaiterais commencer mon analyse par quelques considérations concernant les conditions dans lesquelles les anthropologues de la ville de Mexico travaillent. Ces réflexions s'appuient sur des expériences de recherche réalisées en collaboration avec d'autres disciplines, notamment l'architecture, la sociologie urbaine et la géographie humaine, Giglia 1998-2000, Villavicencio, Duran, Esquivel et Giglia 2000. Le point de départ de ces études est le thème de la mondialisation, ses effets socio-spatiaux et ses répercussions sur le terrain des études urbaines 35. La ville de Mexico appartient au cercle des grandes villes du monde, et quel que soit le thème ou l'objet d'études locaux, il est nécessaire de se référer à l'échelle mondiale des phénomènes ainsi qu'à une littérature et au champ des études urbaines internationaux. Comme l'observe justement Nestor Garcia Canclini 2003, penser les villes les unes par rapport aux autres est devenu une habitude. Tous les thèmes que nous évoquerons par la suite, l'espace public, la ségrégation et les quartiers résidentiels sécurisés, gated communities, l'habitat et l'imaginaire urbain, naissent par conséquent dans les milieux de la recherche et les débats internationaux.
La complexité du terrain se reflète dans le cadre universitaire qui travaille sur Mexico. Cette ville est au même moment objet d'études pour de nombreuses disciplines. L'activité de recherche dans une grande métropole multiculturelle comme celle-ci, une mégalopole comme certains préfèrent la définir, mobilise simultanément une multitude de compétences entrecroisées 36. Par conséquent, les anthropologues doivent vivre avec l'idée qu'ils ne sont pas les seuls à avoir été là-bas, et que leur terrain se trouve continuellement envahi par d'autres disciplines qui produisent sans cesse des données, des analyses et des interprétations sur la ville. De ce fait, ils sont continuellement incités à s'actualiser, à se mettre en relation avec d'autres collègues, à lire les écrits des autres disciplines. De plus, les observations scientifiques produites en permanence sur la ville se mêlent aux discours livrés par des institutions et aux informations véhiculées par les médias. Nous sommes face à un objet saturé d'avances de définitions qui sont à la fois le produit de la recherche scientifique et du sens commun, circulant entre différents acteurs ayant droit à la parole. Je fais référence à un ensemble de représentations à propos de différents problèmes et acteurs urbains, comme par exemple l'insécurité, le trafic urbain, les vendeurs ambulants, les SDF, les habitants des banlieues, les quartiers ou ensembles résidentiels sécurisés, etc. Sur tous ces sujets, il existe certaines idées préconçues, elles produisent un sens commun qui a très peu de choses à voir avec un regard anthropologique ou un savoir ethnographique, tel celui que l'anthropologue devrait produire. Lorsque celui-ci veut élaborer sa propre connaissance sur ces problèmes et ses acteurs, les représentations du sens commun tendent à s'imposer comme des évidences. Par conséquent, le premier pas consiste à repérer ces idées courantes afin de les prendre pour ce qu'elles sont et d'éviter de les adopter comme nôtres, de rendre compte de leur existence en tant que produits culturels spécifiques nécessitant d'être appréhendés et expliqués comme tels. Une autre caractéristique qui marque l'activité de recherche des anthropologues urbains, et qui se rattache plus directement au domaine universitaire et aux agences finançant la recherche, est liée à la logique du travail interdisciplinaire. Nous sommes obligés de travailler en relation étroite avec d'autres points de vue, pour une double série de raisons. Non seulement, comme nous venons de le souligner, de par la complexité du terrain de recherche, mais également par la logique des institutions qui financent la recherche universitaire. Depuis une quinzaine d'années, et avec de plus en plus d'insistance, ces institutions favorisent et poussent à la mise en place de réseaux et de grandes équipes où coexistent différentes compétences, différentes origines institutionnelles et parfois même différentes nationalités carentes. Ces recherches posent une problématique générale qui se réfère à la définition de l'interdisciplinarité et au débat sur la contribution spécifique de chaque discipline au travail commun, et surtout, elles ouvrent des questions spécifiques aux anthropologues. De quel genre d'interdisciplinarité ont-ils besoin lorsqu'ils travaillent sur la ville ? Que se passe-t-il exactement lors des échanges avec d'autres disciplines ? Comment se définissent et s'emploient les concepts ? Si nous considérons le travail interdisciplinaire dans son sens le plus authentique, c'est-à-dire comme celui d'un travail focalisé sur la construction et la solution d'un problème de recherche moyennant l'apport de disciplines différentes, nous savons qu'il faut dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour y parvenir, qu'il faut débattre et s'exercer lentement à l'art de l'entente réciproque afin de pouvoir construire ensemble et résoudre ensemble un problème de recherche. En l'absence de ce temps et de cette capacité, on se trouve très souvent dans une situation où l'on emploie les mêmes mots pour désigner des réalités différentes, ou au contraire, on utilise des langages distincts pour désigner exactement la même chose. Dans d'autres cas, chacun travaille en parallèle sur ce qu'il définit comme étant un même objet d'étude et pourtant, au final, celui-ci peut s'avérer très différent selon les regards disciplinaires. Ces incompréhensions réciproques devraient mener à une réflexion profonde sur le sens même de l'interdisciplinarité, telle qu'elle est pratiquée par des équipes de chercheurs travaillant en réseau. Parfois, les anthropologues se voient forcés par leurs propres tendances disciplinaires à réaliser un travail de traducteur entre une discipline et l'autre, rendant flagrant aux autres collègues que par exemple, le terme de Barrio ne désigne pas la même chose pour un géographe, un sociologue, un psychologue et un anthropologue 42. De plus, il est évident que lorsque le travail est réalisé en réseau, les échanges entre les disciplines ne sont pas neutres mais marqués par des relations de pouvoir. Selon les origines et les organismes finançant la recherche,
il peut y avoir un regard dominant qui assujettit les autres disciplines à ses propres critères, définissant quels sont les objets et les problèmes prioritaires. Or, un projet élaboré à partir de l'anthropologie n'est pas le même qu'un projet élaboré à partir des autres disciplines. Nous pouvons souligner au moins deux grandes différences. La première se réfère à la perspective sur les phénomènes, c'est-à-dire au point de vue posé sur la réalité étudiée. La seconde est liée à l'échelle des phénomènes étudiés. Les autres disciplines qui travaillent sur la ville, comme la sociologie, la géographie ou l'urbanistique, tendent à poser un regard objectif et externe sur les phénomènes qui n'envisagent pas le point de vue de l'acteur ou assignent à sa reconstruction un rôle secondaire. Dans certains cas, les questions sont posées à une échelle qui n'est pas idéale pour un travail anthropologique. Ainsi, nous nous trouvons contraints de prendre en compte de nombreux cas différents en bâclant l'étude en profondeur. Ce qui devrait représenter le trait le plus spécifique du point de vue anthropologique, élucider les logiques implicites des acteurs dans une situation donnée, de la Pradel 2000/48, risque de se perdre lors du travail avec d'autres disciplines. De ce fait, les modalités de rapprochement ne nous permettent pas toujours d'aller au-delà du sens commun, y compris de ce sens commun très raffiné qui est celui que les acteurs donnent à leur action lorsqu'ils nous parlent pour la première fois dans le cadre d'un entretien qui se définit comme ouvert et qui, pourtant, ne l'est pas beaucoup. Souvent, lors de ces entretiens, les informateurs livrent la représentation qu'ils supposent que les chercheurs attendent d'eux. Pour aller au-delà de ces premières cartes de visite, que tous les sujets urbains sont très habiles à donner, il faut nous donner le temps de réaliser un travail plus délimité dans l'espace mais plus long dans la durée, où il y ait réellement cette relation étroite avec les interlocuteurs et où nous pouvons rendre compte de ce qui est arrivé dans des situations sociales spécifiques. En fin de compte, lorsque nous travaillons au sein de grandes équipes interdisciplinaires, nous jouissons d'un élargissement de l'horizon qui est très enrichissant, qui est nécessaire au vu des conditions du terrain et du fait que nous ne pouvons pas ignorer les autres points de vue. Mais nous risquons de perdre en profondeur et en spécificité. Je considère qu'un bon exemple d'équilibre entre différents regards se trouve dans le travail réalisé par le groupe d'études sur la culture urbaine, coordonné par Nestor Garcia Conclini, financé par la Fondation Rockefeller. Les différents chercheurs, tous relativement indépendants et autonomes, d'origines disciplinaires différentes, ont mené leurs recherches sur ce que chacun considérait comme étant le plus intéressant, avec une large marge d'autonomie personnelle dans un cadre commun élastique. Les productions de ce groupe conservent leur autonomie tout en étant insérées dans une problématique commune, Garcia Conclini 1998. Néanmoins, l'insertion dans un champ interdisciplinaire d'études implique un questionnement permanent sur l'apport spécifique que l'anthropologie peut et doit offrir. Au cours de ces dernières années, les principales recherches réalisées à Mexico ont essayé de souligner l'apport spécifique de l'anthropologie dans ce contexte. De la crise de l'espace public à la question du vivre ensemble. Un premier champ d'étude, peut-être le plus important, se réfère à ce qu'on a défini par la crise de l'espace public. Celle-ci inclut un ensemble de problématiques focalisées sur la reconnaissance de la difficulté croissante expérimentée par des sujets hétérogènes à gérer et vivre collectivement l'espace public urbain. Nous nous référons aux formes de fragmentation socio-spatiale et aux phénomènes d'autoségrégation, d'insécurité et de prolifération d'espaces thématiques, monofonctionnels, fermés. Le débat sur la crise de l'espace public rejoint une autre question, celle de savoir ce qui rend possible l'expérience urbaine et le vivre ensemble, dans une ville grande et complexe comme Mexico. Il est en outre lié à la question sur la manière dont se produisent et se reproduisent le lien social, la sociabilité urbaine, le sentiment d'appartenance, qu'il soit local ou englobant la ville dans son ensemble. Dans le cas de l'autoségrégation résidentielle, il faut rappeler qu'il s'agit d'un élément inscrit dans la logique résidentielle des classes urbaines aisées depuis l'époque coloniale, Alonso 1996, mais qui aujourd'hui a de fortes implications en ce qui concerne l'intégration socio-spatiale, la redéfinition des liens de proximité et les processus d'identification liés au territoire urbain. Giglia 2001b. À Mexico, ce phénomène a pris deux formes. La première est ce qu'on dénomme les ensembles résidentiels sécurisés construits par des entreprises privées,
Ils sont pratiquement la seule typologie offerte par le marché immobilier à l'heure actuelle. La seconde se présente sous forme de rues fermées, résultat d'une décision prise par les habitants et qui ne produit pas toujours les effets souhaités par les promoteurs de l'initiative. Dans leur récit, les habitants de ces espaces autoségrégés tentent à créer une image relativement sui generis de la ville, avec une opposition plutôt nette entre le dedans et le dehors. Cette opposition s'appuie sur l'existence de barrières physiques avec une forte composante symbolique. Les frontières matérielles sont perçues comme un fait, et ce, même lorsque l'efficacité de l'enfermement et des dispositifs de sécurité est très relative. À partir du sentiment d'être dedans et de la conscience de vivre enfermé, se construit une idée du dehors, la ville, comme un cadre où prévalent chaos et désordre, à l'opposé du dedans, où prime une relative sécurité et un sentiment de tranquillité, Giglia 2002, Sosa 1999. Pour ce qui est des tentatives interdisciplinaires d'aborder le thème de l'autoségrégation, il faut rappeler une étude réalisée sur différentes villes américaines coordonnée par l'Université de Toulouse et le Centre français d'études mexicaines et centra-américaines à Mexico, CEMCA, avec le soutien financier du plan urbanisme construction-architecture du ministère français de l'équipement. Il est important de signaler le changement auquel a dû se confronter cette recherche. À partir des ouvrages publiés sur la crise de l'espace public, son objet a été dans un premier temps défini comme processus d'homogénéisation résidentielle, faisant référence à la fragmentation de l'espace urbain dans des secteurs socialement similaires. Ensuite, il a fallu modifier cet objet et s'orienter vers les espaces résidentiels fermés et sécurisés, phénomène qui est apparu avec le plus de force lors du travail sur le terrain, Capron 2006. Dans l'ensemble, les études sur les transformations de l'espace public et les nouvelles caractéristiques de la division sociale de l'espace montrent une polarisation et une diversification croissante des pratiques urbaines et du lien à la ville, ce qui sépare de plus en plus les classes populaires des classes moyennes et supérieures. Une large part de cette polarisation est liée à l'utilisation de la voiture, ainsi qu'à la façon de vivre l'espace de proximité. Les classes moyennes et supérieures se caractérisent par la tendance à s'éloigner de l'espace du quartier, lieu où on n'habite quasiment pas et où l'on se promène rarement. Elles vivent une expérience de la ville sélective, toujours via l'automobile. À l'opposé, pour les habitants à bas revenus qui se déplacent à pied et utilisent les transports publics, l'espace de proximité est bien souvent un lieu fortement investi d'une pluralité de sens, utilisé de manière polyfonctionnelle avec une division très complexe des usages dans le temps et l'espace. Il faut souligner qu'à Mexico, les lotissements populaires autoconstruits représentent aujourd'hui plus de la moitié de l'espace urbain bâti. Nombre de ces quartiers sont relativement bien reliés au reste de la ville et bénéficient de tous les services de base ainsi que d'offres commerciales et de loisirs. Dans une étude récente, nous avons démontré que la dimension publique de la rencontre avec l'autre est davantage présente dans les quartiers populaires que dans les quartiers habités par les couches supérieures et moyennes, Duo et Giglia 2004b. En effet, dans leurs espaces de proximité, les classes populaires peuvent vivre deux sortes d'expériences urbaines, la rencontre éventuelle de l'inconnu et celle quotidienne du connu. Ainsi, les relations propres à l'urbanité anonyme ont lieu dans un espace local où les sujets se sentent dans leur quartier, c'est-à-dire dans un cadre connu où ils entretiennent d'innombrables relations. De cette façon, la sociabilité de quartier et l'urbanité anonyme coexistent dans les mêmes rues à des moments distincts. Il est probable que ce mélange de relations de proximité et de relations anonymes et hétérogènes est un élément de la qualité de vie urbaine de nombreux quartiers périphériques, un ingrédient qui alimente à la fois le sentiment d'appartenance locale et celui d'être connecté à la métropole et non d'être en marge de la métropole. Duo et Giglia 2004b. Ces problématiques reposent sur le besoin de comprendre les nouvelles formes d'intégration sociale et l'habitabilité dans les grandes métropoles multiculturelles de la planète. La question sur le comment vivre ensemble est d'actualité, en raison des facteurs importants qui jouent en faveur de la séparation et de la fragmentation socio-spatiale, dans des conditions de conflictualité latente, avec de forts processus de polarisation. Au Mexique, les conflits récurrents sont liés à la possession et à l'usage de la terre entre les membres des communautés rurales des villages urbanisés,
où s'affrontent la logique du droit privé et la logique dite des us et coutumes qui en réalité évoque un treillis de relations locales encore très peu étudié. La fermeture violente de rues ou leur réouverture tout aussi violente, les conflits entre groupes de vendeurs ambulants qui luttent pour l'usage de l'espace 44, l'occupation pas toujours autorisée de l'espace public central par des manifestants qui s'opposent à l'impératif de la circulation automobile, ou encore les expressions récentes de violences collectives qui mêlent des groupes d'habitants se faisant justice eux-mêmes. Tous ces conflits ont en commun l'incapacité de différents sujets sociaux à reconnaître et à partager quelques règles communes, formelles ou informelles, concernant l'usage de l'espace public. En somme, il existe une forte dose de flexibilité mais aussi d'indétermination sur quelles sont les normes et qui sont ceux qui peuvent et doivent légitimement les appliquer. De ce point de vue, la métropole se présente à nous comme une immense scène de conflits dont par chance, la plupart demeurent à l'état embryonnaire ou potentiel. Reste à l'ordre du jour la question de savoir quelles sont les représentations partagées, les arrangements informels, les codes permettant à des sujets culturellement si différents de pouvoir vivre ensemble dans la ville de Mexico. Nous avons tenté de répondre à cette question en étudiant les conflits qui ont pour enjeu l'usage de l'espace public, à partir de la prise en compte de l'existence de différents types d'habitats urbains. Lors de notre recherche, nous avons pris comme support une méthodologie qui recourt simultanément à des techniques de recherche qualitatives et quantitatives, ainsi qu'à des études de cas menées avec l'ambition de construire une vision approfondie de la problématique abordée à l'échelle métropolitaine. De cette recherche ressort l'image d'une pluralité de villes ou d'ordres urbains, qui répondent à des logiques différentes les unes des autres. La logique des espaces ségrégés, celle des centres historiques, celle des grands ensembles HLM et celle des quartiers périphériques autoconstruits. Duo et Giglia 2004A. L'habité et l'imaginaire urbain. Certaines études considèrent l'expérience urbaine d'un point de vue qui n'envisage pas nécessairement comme objet d'étude la ville dans son ensemble, tandis que d'autres sont axées sur les pratiques et le sens de l'habité, ou bien sur l'imaginaire urbain et la construction de l'identité collective par les habitants de la métropole. Ces travaux étudient l'habité dans un sens large, ses différentes logiques, la production d'identité qui leur est liée, et la construction sociale de lieux définis comme des espaces dotés de signification collective partagée. Des études récentes couvrent un vaste éventail de problématiques. Les grands ensembles, les formes d'installation précaires dans les périphéries, les relations de voisinage et de proximité dans les quartiers populaires. Par exemple, lors d'une recherche menée dans un quartier de la périphérie est de Mexico, Soto Escutia analyse les logiques de l'habité au niveau local basées sur la distinction opérée entre le sens et la fonction du cadre micro-local de proximité par rapport à un cadre plus vaste, celui du quartier, lié par tout un treillis de réseaux de parenté, de camaraderie et d'amitié, Soto Escutia 2003. Il existe en outre une production interdisciplinaire d'études sur le logement collectif social, qui met en évidence les conditions de vie dans ce type particulier d'habitat, les processus qui rendent possible l'accès à la propriété du logement ainsi que les problèmes qui surgissent à partir de l'administration des copropriétés, Giglia 1998, Villavicencio 2000. À la différence de ce qui se passe en France, au Mexique, l'accès au logement social se réalise toujours sous forme d'accession à la propriété. Cependant, bien qu'il soit présenté comme étant économique et qu'il soit subventionné par des organismes d'État, dans les faits, le coût d'acquisition est assez élevé. Il ne s'agit donc pas de logements destinés à répondre aux besoins des populations les plus pauvres. Pour ces derniers, la seule option reste celle du logement autoconstruit dans les quartiers périphériques, qui représente plus de la moitié du territoire urbanisé de Mexico. En ce qui concerne les relations de voisinage et les problèmes d'autogestion, ces études ont mis en évidence que la législation à ce sujet reste encore très incomplète, qu'il existe un état d'indétermination permanente dans l'application des règlements de copropriété et de ce fait, qu'il est impossible d'imposer certaines règles de cohabitation minimale sans le consentement et la coopération des habitants. Des études remarquables ont aussi été menées sur certains bâtiments typiques du modernisme architectural mexicain, en particulier sur le Conjunto Urbano President Alemán, CUPA, dessiné par Mario Pani, contemporain de l'unité de Marseille conçue par Le Corbusier.
Il constitue l'un des rares exemples au monde d'un grand ensemble de logements qui est apprécié par ses habitants. Cette construction a résisté à la dégradation et à divers tremblements de terre, et elle se distingue par le fait d'accueillir une population déjà majoritairement âgée qui s'autodéfinit par un fort enracinement au lieu où elle vit. De Garet 2002. Divers travaux étudient aussi la production d'identités locales, faisant appel à la mémoire collective. Maria Anna Portal a analysé le processus de transformation socio-spatiale d'un ancien quartier ouvrier et la perte des référents identitaires au passé. Les habitants ont décidé de s'unir au sein d'une association, dans une tentative de retrouver les traditions et l'identité collective locale. Dans ce cas, l'enquête anthropologique s'insère dans un processus. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.